Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous donne la bienvenue à ce café d'innovation qui a été organisé par IFAB, International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development. Un rendez-vous qui fait partie d'un cycle pour parler justement d'innovation, de technologie et en particulier, nous l'avons organisé avec des partenaires d'exception, à savoir l'ambassade de France et l'Institut français Italie, avec Cineca. Et je saisis cette occasion pour remercier Danilo Taviani du Cineca qui a donc permis de réaliser ce rendez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de computer quantique pour comprendre à quel point et pourquoi cette nouvelle technologie représente un nouveau paradigme et une nouvelle façon de faire de l'entreprise et de faire de l'innovation. Je laisserai maintenant la parole à Monsieur Christian Masset, ambassadeur de France en Italie, que je veux tout de suite remercier pour être avec nous cet après-midi. Merci. Et à vous la parole pour une petite introduction et vos salutations. Merci. Bonsoir, depuis le Palais Farnèse. Je suis ravie de ouvrir avec vous cette troisième édition des Cafés de l'innovation euh, que nous avons lancé il y a quelque temps et que nous estimons être très important car l'innovation à cette époque de grands changements est au cœur des solutions et des défis que nous devons relever du point de vue de la gestion climatique, du rapport avec le monde du travail qui est en train de changer. Et l'innovation est également très importante en tant que moteur des transformations, car il y a des innovations dont nous ne savons pas encore l'étendue ou la portée, jusqu'à quel point elles peuvent engendrer un changement dans l'économie, dans la société, dans la vie de tous les jours. Eh bien, ces cafés de l'innovation sont conçus pour nous permettre de mieux connaître tous ces éléments. Nous en avons déjà tenu 2, un sur la santé numérique et l'autre sur la New Space Economy. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous allons aborder les technologies quantiques sans pour autant comprendre très bien de ce dont on parle. Il est très important, il est très utile de pouvoir avoir un débat sur ce thème. Et je remercie la Fondation IFAB, en particulier Sandro Bassini, qui a permis cette collaboration pour ce café de l'innovation. Le secteur des technologies quantiques est encore à ses premiers jours et les nouvelles applications viennent juste de sortir au niveau universitaire. Nos partenaires sont aujourd'hui et nos rapporteurs d'aujourd'hui sont à la pointe de l'avant-garde et montrent ainsi qu'il s'agit d'une toute nouvelle technologie dont le potentiel est énorme et les répercussions également peuvent être énormes à l'impact. Évidemment, pour l'Europe, il est absolument essentiel de pouvoir participer pleinement de cette nouvelle, heu, de ce nouvel élan qui mise sur les technologies quantiques. Voilà pourquoi le président Macron a lancé au mois de janvier 2021 le plan quantique dont Monsieur Habrouk va nous parler en tant que responsable pour la stratégie gouvernementale dans ce secteur avec un financement à presque 4 milliards d'euros. Mais un pays seul ne peut pas bien sûr relever ce défi et il est important d'être une équipe au niveau européen et de tisser des collaborations avec des entreprises, des universités.
et nos représentants du secteur de la technologie quantique présents aujourd'hui vont nous montrer qu'il s'agit d'un véritable écosystème qui se base bien sûr sur les académies, les universités, mais également sur les grands groupes et les startups. Au niveau européen, il y a déjà de nombreuses initiatives, le Quantum Flagship nous allons parler, le Recovery Fund, Next Generation EU, c'est une opportunité vraiment formidable pour l'Europe d'investissement dans les technologies quantiques. Au niveau il y aura bilatéral, il y aura le traité du Quirinal, un traité italo-français visant à renforcer la coopération sur ces thèmes et qui va porter justement sur la recherche et l'innovation. Voilà pourquoi cette édition du Café de l'innovation sur les technologies quantiques est importante, très important. Je vous remercie de l'avoir organisé et je remercie tous ceux qui sont ici aujourd'hui en présence numérique. Je suis sûre que vous allez alimenter et raviver un débat qui sera très utile à nous tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je me demandais quelle était cette belle toile de fond qui vous encadre. C'est un fond réel, ce n'est pas virtuel, hein, c'est une véritable fresque de Palais Farnèse. Je vous remercie pour vos mots et pour nous avoir un petit peu expliqué quel est le contexte qui encadre ce café de l'innovation et en anticipant quels sont les rapports entre la France et l'Italie justement sur l'innovation technologique et les technologies quantiques. Maintenant, nous devrions accueillir les salutations du coordinateur technico-scientifique, Monsieur Passini, qui n'est peut-être pas encore connecté. S'il ne nous a pas encore rejoint, nous allons continuer en remerciant encore une fois Monsieur l'ambassadeur et je voudrais appeler Monsieur Christophe Jurzac qui est connecté pour ouvrir un peu cette table ronde. Nous allons parler de technologie quantique, de calcul quantique, ce qui veut dire un nouveau monde de puissance computationnelle, de calcul, qui ne signifie pas tout simplement pouvoir bénéficier de prestations supérieures, mais de s'ouvrir à de nouvelles applications différentes et pratiques dans des domaines très diversifiés, la gestion urbaine, la santé publique et beaucoup d'autres. Monsieur Jursak est Managing Partner de Quantonation et président de la start-up Pascal. Et j'aimerais commencer dans cet échange de cet après-midi en vous disant un petit peu ce que est Quantonation et comment se fait-il que étant donné qu'il s'agit d'un fonds de venture capital, comment un capital investissement consacré aux technologies quantiques a été créé? Quelles sont les opportunités qui existent d'ores et déjà dans ce domaine? Oui, bonjour à tous. Je crois que j'ai des slides que normalement devraient être présentés maintenant, si je ne m'abuse. Voilà, j'ai cliqueur, donc je vais utiliser quelques illustrations, je pense, pour faire un petit peu l'introduction un peu sur les technologies quantiques ici. Donc, d'un point de vue assez particulier, donc je représente Quantonation, dont je suis partenaire et fondateur. Donc Quantonation, c'est le plus gros fonds au monde en fait dans le domaine des technologies quantiques, focalisé sur ce qu'on appelle le early stage, donc l'investissement dans la phase initiale de la vie des startups, avec un focus très particulier sur les technologies quantiques et la physique. Le fonds a été créé à fin 2018, nous sommes basés à Paris avec 3 partenaires. À ce jour, nous avons collecté à peu près 30 millions d'euros que nous avons sous management, avec l'objectif d'ici la fin de cette année d'arriver à peu près à 60 millions et de faire ce qu'on appelle le closing du fonds. Avec 15 investissements qui ont été réalisés dans 6 pays,
en Europe, bon, en France bien entendu, mais aussi dans le reste de l'Europe, pas encore en Italie malheureusement, mais en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse, et puis aussi au Canada et aux États-Unis. Comme je le disais, nous sommes le fonds qui a le plus de participation dans le secteur, pas en montant, mais en nombre de participations à ce stade. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un effet un petit peu, un cumul de connaissances sur le secteur qui est assez unique, avec ces 15 sociétés, avec les PhDs, les postdoctorants, les physiciens, mais évidemment d'autres métiers qui ajoutent à chaque startup que nous incorporons dans le portefeuille à la compétence du fonds. En fait, et ça, c'est un facteur aussi extrêmement important. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, pour vous montrer les sociétés dans lesquelles on a investi, sur cette figure, on a présenté nos 15 sociétés selon 4 catégories. Donc les applications générales du quantique, on parle toujours plutôt plus de calcul quantique, surtout ces derniers temps, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est aussi en lien aussi avec les capitaux qui sont levés dans le domaine du calcul quantique. Mais il y a aussi d'autres applications, ce qu'on appelle le sensing, utiliser les technologies quantiques pour améliorer la résolution des détecteurs pour des applications en imagerie médicale, par exemple, ou dans les semi-conducteurs, dans les matériaux, avec la start-up suisse Qunami. Focus est une start-up qui s'occupe de développer du software quantique pour améliorer la résolution de l'imagerie médicale. Un deuxième bloc sur la figure à droite, c'est le domaine des réseaux quantiques. Ici, nous avons 4 investissements. En France avec Cryptonext dans le domaine de la cryptographie post-quantique. Donc, vous savez peut-être qu'une des applications, pour ainsi dire, de l'ordinateur quantique, surtout quand il arrivera à un niveau de performance bien au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui, donc on estime entre 5 à 10 ans, ce qu'on appelle le régime de l'ordinateur quantique corrigé. À ce moment-là, il y a certaines applications qui seront possibles, et notamment la capacité à trouver les facteurs premiers de très grand nombre. Et ça a un impact pour la sécurité informatique qui est fondée justement sur le fait que trouver ces facteurs premiers est extrêmement compliqué. Donc quand on aura ces machines-là, en fait, on va être à risque. Et la physique quantique donne des solutions aussi pour s'y protéger. Donc, soit de façon logicielle, ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, ou façon hardware avec des dispositifs divers, notamment basés sur la photonique, qui permettent d'avoir des communications sécurisées. Et puis la troisième catégorie, c'est évidemment le calcul quantique. Dans ce domaine-là, nous avons 3 investissements dans le software avec Quantum Benchmark, Multiverse, la startup Qubit Pharmaceuticals dont on parlera tout à l'heure. Et puis nous avons des investissements aussi dans les plateformes hardware, donc pour réaliser des qubits. Société Pascal en France, dont je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Candela, on en parlera aussi, et Orca. Donc, 3 catégories, et puis une autre catégorie qui s'appelle Deep Physics sur cette slide, qui n'est pas tout à fait quantique, mais très très proche dans l'esprit, qui est extrêmement intéressante. Et ce qu'il faut réaliser, ce qu'on essaie de montrer sur cette figure, c'est les horizons d'application pour ces technologies sont différents. Le sensing des technologies d'aujourd'hui, avec des startups qui sont déjà assez matures, qui génèrent des revenus, qui sont profitables pour certaines. Et puis, évidemment, il y a des applications du calcul de l'ordinateur quantique qui sont plus long terme, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être moins, sur lesquels on se pose encore pas mal de questions sur l'horizon d'application, mais on a vu une accélération très très forte au cours des dernières années qui justifie justement que des startups émergent et se développent, et dans lesquelles on investit bien entendu. Prochaine figure, un point important pour un fonds d'investissement tel que nous, et c'est aussi, je saisis l'occasion pour remercier les organisateurs et M. l'ambassadeur aussi aujourd'hui pour nous accueillir. Ce qui est très important pour un fonds d'investissement, c'est de participer aussi à l'émergence d'un écosystème. En France, bien entendu, nous sommes positionnés, mais aussi à l'étranger. D'ailleurs, on aurait pu mentionner aussi sur cette slide, je remarque Cineca. Nous avons eu des très bonnes discussions, très bonnes relations avec Sanzio Bassini depuis quelques temps déjà, même si on n'a pas fait encore d'investissement en Italie, mais on est très intéressé par le pays, par y construire des relations. Je vais intervenir à l'Université de Trento dans un webinar dans quelques semaines en particulier. Mais tout ça, c'est extrêmement important, construire ensemble un écosystème. Et les investisseurs sont une composante de la construction de l'écosystème, au même titre que certaines associations, par exemple le Quantum Industry Consortium, dont on est membre, qui est l'association européenne des industriels du quantique, le Lab Quantique, une association française qui est destinée à animer l'écosystème. On avait une très belle manifestation il y a quelques jours, un hackathon. Et puis on travaille avec des incubateurs, par exemple Creative Destruction Lab qui est à Toronto, P33 à Chicago, Quantum Catalyzer aussi aux États-Unis et d'autres. Et évidemment,
la plupart des startups sont des spin-offs universitaires dans ce domaine, donc on travaille beaucoup et très directement avec les universités avant même que les projets ne voient le jour. Je pense à Sherbrooke au Canada, l'Université Paris-Saclay en France, Oxford en Angleterre. Tout ça est extrêmement important parce que c'est la qualité des projets qui rentrent dans le portefeuille qui fait qu'un fonds a du succès et on travaille avec tous ces acteurs pour faire émerger des projets, et encore une fois, pour y travailler très très tôt. Ça, c'est un message qu'on donne souvent, c'est venez nous voir, on discute avec les scientifiques, on discute des projets pour les structurer de telle sorte que, de notre point de vue, ils soient finançables. Un exemple d'activité dans le domaine des, je pense intéressant vis-à-vis de la diplomatie aussi. Ici, je montre une photo de Nila Brug qui interviendra tout à l'heure avec son homologue aux Pays-Bas, Freek Heyman, c'était il y a quelques semaines un événement à Paris très très intéressant sur justement la construction de liens entre les pays pour faire émerger des écosystèmes, renforcer les écosystèmes. Donc la collaboration internationale pour nous c'est extrêmement important. On est présent dans plusieurs pays et on souhaite y contribuer autant qu'on peut. Et en l'occurrence, on a d'ailleurs 2 investissements aux Pays-Bas et on compte bien aider à la construction de ce lien entre la France et les Pays-Bas. Imaginons aussi la France et l'Italie très prochainement. Et enfin, juste une illustration, parce que je parle aussi au titre de la start-up Pascal, dont je suis cofondateur et aussi investisseur au titre du fonds Cantonation. Donc c'est une start-up, c'est un bon exemple, je pense, de start-up qui a été créée en France, qui est une spin-off de l'Institut d'optique sur le plateau de Saclay. Ici, on voit la machine nouvelle génération qui commence déjà à être assez compacte et assez différente d'instruments de laboratoire qui commence à générer à être utilisé pour des applications précisément ces dernières semaines, avec 200 qubits à peu près, donc il y a un record mondial dans le secteur. Technologie basée sur les atomes refroidis par laser, avec un gros potentiel pour le passage à l'échelle. Et dans la startup, on travaille aussi sur les softwares, sur les applications et la relation, évidemment, le développement de cas d'usage. Et pour finir, un point que je voulais mentionner, je pense que ce serait intéressant pour ouvrir les discussions. Bon, quelques éléments de contexte sur ce qui se passe dans le quantique. On parle d'argent sur ce point-là, évidemment. Donc, 2 points importants. Je dirais je pense qu'on en est tous conscients. Il y a des grands programmes internationaux de support aux technologies quantiques qui sont en train de se mettre en place. Cette figure vient de l'entreprise QRECA, qui est un petit peu spécialisée aussi sur le suivi, le tracking de ces projets. Donc la France a mis en place, Neil y reviendra tout à l'heure, un plan important de plus d'1,5 milliard sur le sujet. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre, très très présents. Je pense que les États réalisent toute l'importance d'être dans la course aux technologies quantiques et d'y contribuer avec différents mécanismes, que ce soit du soutien évidemment à la recherche fondamentale qui est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on va avoir de la technologie, mais aussi aux startups, mais aussi aux formations, des tas d'activités qui sont en train de se mettre en place qui font que le secteur est extrêmement intéressant. Et puis la deuxième figure qu'on voit à droite, c'est pour montrer que en fait, dans le domaine du venture capital, dans lequel on est actif, il y a une accélération assez foudroyante dans les investissements. Donc ici, c'est uniquement les investissements qu'on dit en venture capital. Pour cette année, on va arriver à un peu plus d'1 milliard d'euros même, ou de dollars. Et donc un record. On n'a jamais eu des chiffres aussi importants dans le domaine des technologies quantiques. Ça peut sembler beaucoup, 1 milliard qui va dans l'écosystème. C'est pas à l'échelle d'autres technologies, par exemple les fintech, la blockchain, ça reste encore relativement modeste, mais c'est une accélération significative. Et en fait, si on prend en compte même d'autres mécanismes de financement qui sont apparus cette année, notamment quelques entreprises qui sont entrées en bourse, IonQ et d'autres qui vont y venir, comme Rigetti, on est plutôt autour de 3 milliards. Donc une accélération considérable d'investissement privé dans le domaine des technologies quantiques, auquel on prend part. Donc, on nous a parlé d'un montant pour notre part qui est de l'ordre de 60 millions, mais c'est parce qu'on est vraiment focalisé sur la partie early stage des entreprises. On intervient tout au début de leur vie. Et ensuite, évidemment, ces entreprises, soit Pascal ou les autres, ont des besoins importants, notamment en termes de hardware, et auront besoin de lever 100, 200, 300 millions d'euros, voire plus, pour arriver jusqu'à maturité. On espère bien prendre une part aussi au développement de ces technologies et de ces startups dans leur phase de croissance. Mais ça, c'est pour, je dirais, plus tard. Peut-être un projet sur lequel on travaillera l'année prochaine. Voilà une introduction à Quantonation. Donc, on est investisseur dans le quantique, très intéressé d'ailleurs s'il y a des auditeurs
notamment académiques, qui sont intéressés, qui ont des projets dans le domaine des technologies quantiques. Il faut en parler assez tôt. Je pense que nous, on aime bien, même quand c'est un peu à l'état brouillon, discuter avec les scientifiques, les entrepreneurs, parce qu'il faut démarrer du bon pied. Il y a quelques fondamentaux qu'il faut prendre en considération et on est très intéressé à contribuer à la collaboration avec l'Italie en particulier. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci, merci mille fois, Christophe Jurzac, pour cette présentation et merci de nous avoir présenté les opportunités actuelles qui sont ouvertes par l'univers des technologies quantiques et des calculs quantiques. On se reverra tout à l'heure dans la suite de cette discussion. Et donc, à ce point-là, nous pouvons, je pense, donner la parole au coordinateur scientifique de la Fondation IFAB qui nous a rejoint entre-temps. J'attends qu'on me confirme s'il est là. Donc, Monsieur Bassini. Non, il n'est pas encore là parce que c'est pas lui, n'est-ce pas? Donc, s'il n'est pas encore là, je pense que nous pouvons continuer. Et le voilà, je le vois. Merci. Bon après-midi, Monsieur Bassini. Merci d'être avec nous. On vous entend très bien. Coordinateur scientifique et technique de l'IFAB. Nous avons déjà présenté notre webinaire à travers l'allocution de Monsieur l'ambassadeur de France et de Monsieur Jurzac. Maintenant, vous avez la parole, Monsieur Bassini, pour conclure cette première partie d'introduction, de présentation de ce café de l'innovation. Eh bien, merci. Je salue toutes les autorités présentes, Monsieur l'ambassadeur de France en Italie. Eh bien, ce café de l'innovation est une grande opportunité pour nous. Le domaine qui nous tient à cœur est fortement stratégique. Je remercie tous les participants à cette table ronde, à cet atelier qui marque le début d'un parcours consolidé de collaboration. Il y a des éléments de superposition, de chevauchement entre le système de la recherche français et italien au niveau du calcul quantique, de l'informatique quantique au sens large. Et donc, de ce point de vue, les opportunités pour définir des trajectoires de développement communes sont très importantes. En ce qui concerne le contexte italien, notamment la fondation IFAB, eh bien, notre objectif, c'est de clôturer ou boucler la boucle concernant la connaissance, le transfert technologique, le soutien à l'innovation. Et de ce point de vue, notre activité devient de plus en plus importante, notamment si nous arrivons à la mettre en rapport au potentiel de développement que l'on pourra développer et dégager grâce au fonds de la Next Generation Europe qui prévoit dans le domaine du calcul quantique, de l'informatique quantique, des pistes de collaboration avec les industries et les entreprises. Les industries vont jouer un rôle important dans ce domaine. Contre cette toile de fond, je tiens à réaffirmer notre intérêt tout à fait clair en coopération, en collaboration avec le ministère italien des Affaires étrangères et du ministère de la Recherche italien. À ce titre, nous efforcerons de soutenir un accord cadre que l'on pourra créer entre le système italien de recherche et le système français pour
être pragmatique, eh bien, je dirais que beaucoup d'exemples de collaboration sont déjà en place. Je salue Christophe, nous avons déjà travaillé ensemble et je salue également d'autres amis français et italiens. Et je le remercie pour les opportunités qui existent déjà, que l'on a pu développer grâce à des actions concrètes de développement conjoint. Je m'en arrête là pour donner la parole aux autres intervenants. Excusez-moi si j'étais un peu en retard au début, s'il y a eu quelques petits problèmes au début, des problèmes techniques. Merci, merci de votre présence. Je remercie évidemment Monsieur l'ambassadeur et merci donc le représentant du ministère des Affaires étrangères. Merci, Monsieur Bassini. À ce point, je pense que nous pouvons entrer dans le vif de notre table ronde numérique, virtuelle. Bienvenue au professeur Guidoni, professeur à l'université de l'Aquila. Le professeur Guidoni, eh bien, travaille dans un laboratoire de chimie de calcul. Donc, l'un des domaines du calcul quantique, c'est l'application à la chimie. Le professeur Guidoni travaille pour un projet européen et donc, d'abord, professeur Guidoni, merci de participer à notre webinaire. Et alors, je vous pose la question, comment le calcul quantique peut-il être intégré, disons, dans l'univers moléculaire, donc de la chimie? Malheureusement, on n'entend pas. Il faut peut-être brancher le micro. On n'entend pas le professeur Guidoni. Oui, maintenant on vous entend. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde très intéressante. Eh bien, les ordinateurs quantiques sont en phase de développement, on l'a déjà dit. Ils n'ont pas encore atteint le stade de maturité. La machine parfaite sera disponible dans quelques années, 5 ou 10 ans. Entre-temps, eh bien, nous avons des machines imparfaites, si vous voulez, des machines imparfaites parce que le nombre de qubits n'est pas assez élevé et sont utilisés pour de courtes durées, pour des raisons techniques, et sont assez bruyantes. Donc, ce sont des machines assez bruyantes. Il faut imaginer, par exemple, si votre ordinateur atteignait une température très élevée, dans des conditions de stress très élevées, eh bien, un bit pourrait passer de 1 à 0 ou de 0 à 1 sans une raison apparente. Bon, cela signifie que beaucoup d'algorithmes plus connus, comme celui de la cryptographie que l'on vient d'évoquer, ne fonctionnent pas bien sur les machines d'aujourd'hui, mais elles fonctionneront très bien dans 5 ou 10 ans. Il faut encore attendre un peu de temps. Mais il y a une autre catégorie, une autre classe d'algorithmes, de systèmes d'application qui, d'ores et déjà, peuvent être utilisés de manière performante pour faire des calculs grâce aux machines disponibles aujourd'hui ou qui seront disponibles d'ici quelques années. En particulier, la simulation des systèmes chimiques et physiques constitue l'un des premiers problèmes pour lesquels les ordinateurs quantiques seront appelés à jouer pour faire quelque chose d'utile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce n'est pas encore très évident aujourd'hui. Cela signifie, alors ce système chimique et physique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, calculer la structure des molécules, de matériaux, prévoir les propriétés d'absorption, d'interaction avec le rayonnement électromagnétique, tout ce qui a trait à l'interaction entre la lumière et la matière, ce qui trouve beaucoup d'applications, y compris au plan technologique. Et puis, il y a d'autres applications, savoir
la chimie verte et la chimie pharmaceutique. On pourra découvrir de nouveaux médicaments et on pourra étudier, par exemple, des maladies d'origine moléculaire, hein. Pourquoi s'agit-il là de sujets qui peuvent nous fournir des informations importantes? Eh bien, justement, parce que il existe des algorithmes plus robustes par rapport au bruit. Donc, nous pouvons d'ores et déjà utiliser des algorithmes qui peuvent, malgré le bruit de ces machines, peuvent nous fournir des informations intéressantes. Pour développer ce travail, dans notre laboratoire de chimie, nous faisons appel à d'autres disciplines, les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie du logiciel, la chimie, la physique, et j'en passe. Donc, on a besoin de toutes ces compétences justement pour travailler à l'avenir, y compris au niveau des universités qui sont très importantes pour la formation dans ce domaine. Merci. Merci. Merci Leonardo Guidoni. Vous avez terminé en parlant de la formation, un des thèmes dont nous allons parler encore cet après-midi, car il y a une question liée aux compétences, les compétences nécessaires pour utiliser ces nouveaux instruments que la technologie met à notre portée. Je passerai maintenant à la partie française de notre table ronde, car nous avons avec nous Neil Abrug, coordinateur de la National Quantum Strategy, la stratégie nationale française pour la quantique, auquel je demanderai donc de nous parler en quoi consiste cette stratégie nationale et qui a bénéficié de financements importants en France et quels sont les objectifs que en France on s'est fixés dans la poursuite de cette stratégie. Merci. À vous. Bonjour, donc merci de m'avoir ce café d'innovation. Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la stratégie quantique française les 2 dernières années qui est annoncée Macron qui vise les France à investir sur Monsieur Abrug, donc en attendant de pouvoir reprendre une connexion mais de meilleure qualité avec M. Abrug, nous allons parler avec M. Simone Montangelo, professeur ordinaire de l'Université de Padoue, que je remercie de nous avoir rejoints et avec lequel nous aimerions traiter un autre aspect important sur le plan international, car vous, professeur Montangelo, vous faites partie du conseil de la Quantum Flagship européenne. Vous assurez la coordination de ce forum qui porte sur les applications de cette nouvelle technologie. Et je voudrais vous poser donc la question de savoir quelle est de votre observatoire, point de vue privilégié, quelle est la force de l'informatique quantique et comment peut-on relier ces différents projets que vous suivez au niveau européen avec le plan national de reprise et résilience italien.
À vous, professeur. Merci et merci à tous. Je remercie les organisateurs et tous les participants. On parlait justement d'écosystème et c'est pour cela que je voudrais présenter cet écosystème européen que nous avons la chance d'avoir créé. Au niveau européen, tout se fait un peu sous le grand chapeau de la Quantum Flagship qui a été le premier projet continental financé pour les technologies quantiques il y a désormais déjà 3 ans, qui poursuit l'objectif de financer celles que nous appelons les 4 piliers fondamentaux des technologies quantiques, plus les sciences de base et l'éducation, la formation nécessaire à appuyer, à alimenter ces 4 piliers qui sont, comme on l'a déjà entendu, le calcul quantiste, les capteurs quantiques, les communications quantiques et les simulations quantiques dont parlait Leonardo il y a quelques instants. Chacun de ces volets représente une tentative de la part de l'Europe de coordonner les efforts conjoints déployés par tous les acteurs présents sur notre continent afin de joindre les forces et relever ce nouveau défi. Nous avons déjà entendu que le fait de pouvoir avoir des ordinateurs quantiques fonctionnants, efficaces est encore pour demain, disons, ce n'est pas encore pour aujourd'hui, même si nous avons assisté à une accélération très rapide de ces technologies. D'autres technologies telles que les sensing, les communications et d'autres sont déjà à un état beaucoup plus avancé, sont déjà presque au niveau du marché. Et toute une série d'autres acteurs sont appelés à intervenir. Il faut mesurer la capacité du système à faire un transfert technologique et à relever donc la barre du développement technologique pour atteindre le niveau de marché. Comment est-ce que l'Europe poursuit cet objectif? Elle a lancé le premier call, la flagship, il y a 3 ans pour financer essentiellement 2 projets pilotes à l'échéance de 3 ans pour chaque pilier, pour chaque pilier. On a construit des consortiums consacrés à développer, suivant des lignes de recherche différentes, les différentes technologies. Et maintenant, cette semaine, justement, les adjudications ont été lancées pour les Framework Partnership Agreement pour construire des consortiums se basant sur l'expérience accumulée par ces projets pilotes pour faire au cours des 7 prochaines années un bond technologique et atteindre à la fin du projet, avoir des groupes quantistiques de construction européenne qui puissent être ensuite exploités à l'échelle industrielle ou pour la recherche. Toutes ces activités sont coordonnées par une gouvernance assurée par 3 euh, organismes. Nous avons un Strategical Advisory Board, un conseil consultatif stratégique, des sages. Ce ne sont pas des vieux sages, mais des personnes avisées sages. Puis il y a un réseau dans lequel siège un représentant par pays pour essayer d'avoir la plus grande cohésion entre les différentes activités nationales qui sont en train de se développer, dont certaines sont déjà à un état plus avancé, d'autres rattrapent. Et puis, il y a le Science Engineering Board, dont je fais partie, qui réunit les différents coordinateurs des projets financés par la flagship ou par d'autres programmes qui se développent en parallèle. Quantera étant l'un d'eux, c'est une action européenne qui collecte et coordonne les actions de différents financeurs de recherche et des réseaux nationaux, le CNRS français, le CNR italien et d'autres.
ces organismes essaient de se coordonner et de trouver une ligne d'investissement et de recherche intéressante et lancent des appels au niveau européen pour joindre leurs forces et obtenir des résultats plus importants par rapport à ce que pourrait faire un pays seul. Il y a ensuite d'autres stratégies qui ont déjà été lancées, comme par exemple la construction du Quantum Backbone et un réseau en fibre optique dédié entre Européens euh, pour pouvoir mettre en œuvre des communications quantiques entre les centres de recherche, les centres météorologiques et autres institutions intéressées. Nous avons depuis peu, ça vient de démarrer, un projet pilote conjoint entre les activités de High Performing Computing et Quantum Computing, dont fait partie Pascal également, dans lesquels les différents centres de supercalcul européens et les fournisseurs, les futurs d'ordinateurs quantiques commencent à travailler ensemble pour essayer de mettre sur pied le nouveau modèle de calcul dont on pourra disposer, un hybride entre les super calculateurs et les ordinateurs quantiques qui pourra exécuter des calculs impossibles aujourd'hui en changeant de paradigme et en utilisant donc l'apport de la technologie quantique. Et en dernier, je dois mentionner d'autres projets de plus ample étendue. Il y a un appel ouvert pour des projets sur les technologies quantiques partagés entre l'Union européenne et le Canada. Il y a d'autres appels en voie de construction, de constitution entre le Japon, les États-Unis, pour essayer donc de relever ce défi mondial et pour éviter de construire des barrières trop importantes lorsque la recherche de base arrive à la technologie. Il peut y avoir la tendance à construire des barrières, des murs séparant les différentes entités, les différents pays, tandis qu'il vaut mieux que c'est, disons, toute la recherche de base doit pouvoir circuler librement pour mieux se développer. Voilà un petit peu un tableau d'ensemble de ce qui se fait au niveau européen et je vais conclure ici et peut-être revenir un peu plus tard sur ce que nous faisons à Padoue dans le cadre de ces différents projets. Merci. Merci à vous, Simone Montangero, pour nous avoir montré comme il est important de ne pas construire des barrières, des murs, mais pour construire des liens physiques et métaphoriques entre les différents secteurs, les différentes entités. Nous pouvons essayer de nous reconnecter avec Nila Brugg, qui est responsable de la coordination de la stratégie nationale française pour le quantique. Et à vous donc, Monsieur Abrugg, la parole pour nous parler un petit peu de cette stratégie et des objectifs que vous poursuivez. Bonjour, donc j'espère cette fois-ci vous m'entendez bien. Je suis ravi d'être parmi vous. Je suis content donc de participer à ce Café de l'innovation. Effectivement, on a lancé au mois de janvier le plan quantique national français. J'ai écouté les interventions des personnes précédentes avec beaucoup d'attention, notamment qui vient de parler de l'Europe là en ce moment. Le plan quantique français présente un certain nombre d'axes qui sont assez familiers avec ceux du flagship. Donc, on a du calcul, on a des communications quantiques, des capteurs, de la cryptographie post-quantique. Et une des spécificités qu'on a, c'est qu'on a travaillé aussi sur tout ce qui est enabling technologies, à savoir toute technologie qui n'est pas quantique, mais qui est indispensable au développement des technologies quantiques. Donc, il s'agit d'un plan à 1,8 milliard, dont une grande partie vient de l'État, mais il y a une partie qui vient également de l'Union européenne et des industriels. Aujourd'hui, on a lancé un certain nombre d'actions dans la recherche fondamentale sur le développement
de qubits robustes, de qubits de très bonne qualité. Sur le développement des algorithmes, finalement, les algorithmes de tout à l'heure, les intervenants l'ont bien présenté, les applications sont une partie importante donc, du développement des technologies quantiques. Il ne suffit pas de développer des machines, il faut aussi trouver les cas d'usage qui seront à même d'être accélérés par du quantique. Donc la chimie, la logistique, un certain nombre d'applications qui ont été citées, je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, on a tout un volet relatif à la formation qui va être lancé dès cette année, qui va être amplifié l'année prochaine. L'objectif pour nous est, compte tenu du shortage qu'il va y avoir au niveau des compétences, c'est d'amener un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens, d'étudiants en master à se familiariser avec le quantique. Il ne s'agit pas de former uniquement des gens spécialisés dans le quantique. Si on a des informaticiens classiques qui savent ce que c'est que le quantique, si on a des techniciens qui savent régler un laser pour piéger un atome, ce sont autant de formations que le secteur industriel, que les laboratoires de recherche derrière n'auront pas à prendre en charge. On a malgré tout besoin de massifier, d'augmenter donc le flux d'étudiants, et ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler pour la rentrée de l'année prochaine. Il y a les intervenants avant moi ont parlé du projet européen dans lequel est intervenu, dans lequel participe Pascal ainsi qu'un consortium européen, donc avec la France, l'Allemagne, l'Italie et d'autres partenaires, donc qui sert à tester ce que les premières machines quantiques peuvent apporter de concret. C'est quelque chose qu'on va accélérer dans le plan quantique français, mais sur lequel on va travailler avec nos partenaires italiens, allemands et l'ensemble des partenaires européens. Donc en Italie, probablement le centre Shineka qui a été cité tout à l'heure. Et donc ça, c'est les choses qu'on va lancer dans les prochains mois et semaines d'ici la fin de l'année, on l'espère. Donc voilà pour les grandes lignes de la stratégie française. Mais comme je disais, il y a également des sujets sur les capteurs, sur la cryptographie post-quantique, sur les communications quantiques qui vont être lancées dans les prochains mois. Mais concrètement, les 3 actions aujourd'hui lancées sont sur la recherche fondamentale, la formation et une plateforme de calcul quantique. J'espère avoir bien introduit la stratégie française auprès des différents intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Abroug, pour cette introduction. Ici, nous parlons de la stratégie française et nous poursuivons notre tour de table. Je voudrais appeler maintenant Monsieur Nicolo Somaski, cofondateur de Candela, qui est connecté avec nous. Je le remercie de nous avoir rejoints. J'étais particulièrement curieux d'explorer un peu mieux la mission de Candela, qui est l'application de la quantique au monde réel. Nous avons déjà parlé de toute une série d'applications possibles, donc je voudrais vous demander quelles pourraient être les applications réelles et en quoi donc travaille Candela et ce que c'est Candela. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation, pour votre introduction. Bonjour, bon après-midi à tous. Quandela a été créé en 2017 pour essayer de commercialiser une technologie qui avait été développée au cours de 15-20 ans, presque années précédentes, dans l'Institut, le CNRS, un laboratoire près de Paris, et qui consiste à utiliser des nanostructures, des émetteurs de lumière quantique à base de semi-conducteurs. Cette technologie a vu le jour dans le cadre dans le contexte de la recherche, nécessite des systèmes de refroidissement d'une optique complexe pour son utilisation qui puisse
la manipuler de la manière la plus adéquate. Et donc, au cours des 4 premières années de la vie de Candela, nous sommes aperçus que pour atteindre une application concrète, il fallait d'abord résoudre ces problèmes de traitement, de manipulation. Nous sommes parvenus tout récemment à avoir un prototype avec un TRL très élevé qui nous permet donc d'intégrer ces émetteurs microscopiques dans des systèmes commerciaux hum, et qui ne nécessitent ni d'utilisateurs experts ni de systèmes complexes. J'avais ici un prototype que je peux vous montrer. Voilà la source d'émetteurs de qubits photoniques. C'est et qui peut être intégré dans des systèmes standards industriels, hein, tels que par exemple, comme on l'a déjà fait, pour des lasers connectés par fibre optique. Les 4 premières années, nous nous sommes concentrés sur la commercialisation de ces produits utilisés par des laboratoires académiques du monde entier, en Australie, en Russie et en Europe, et qui intègrent nos émetteurs de qubits photoniques pour réaliser une plateforme de calcul. Ces émetteurs de lumière quantique, comme le disait tout à l'heure Christophe, peuvent être eux-mêmes intégrés au cœur des applications quantiques qui vont de l'imagerie au sensing, mais surtout à la communication qui se fait par échange de photons. Et comme applications les plus avancées comme le calcul quantique à base de photons. Le domaine dans lequel nous sommes en train de nous lancer tout récemment pour créer une plateforme de calcul quantique à base de photons en utilisant ces générateurs de qubits photoniques qui représentent donc le moteur même de la plateforme de calcul. Ce qui veut dire que grâce à des performances que s'améliore au fil du temps, nous allons pouvoir augmenter la complexité des calculs que ces plateformes pourront exécuter. De plus, il s'agit l'architecture de ces ordinateurs quantiques et modulaires, donc différents calculs peuvent être orientés ou adressés vers une application ou une autre de manière très versatile. euh, Calcul financier, modèle de matériaux pour la chimie, pour spatiale. Ce sont des qubits photoniques très robustes, très stables par rapport aux agents extérieurs, chose qui n'est pas possible avec d'autres types d'ordinateurs tels que ceux qui sont utilisés par Google ou IBM et qui, étant donné qu'ils se basent sur des photons, permettent l'interconnexion entre ces différentes bases de calcul au réseau quantique de computation. Merci. Nous allons donner la parole au dernier participant de cette table ronde, Jérôme Corret, Chief Engineering Officer de Celtica. Et comme le suggère le nom de l'entreprise, il nous parlera d'une autre application très intéressante. Maintenant, vous entendez mieux, nous entendons mieux. On parlait de les applications à l'industrie pharmaceutique du calcul quantique et l'expérience de votre entreprise. Oui, tout à fait. Alors, Si, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation à cette table ronde passionnante. Chez Qubit Pharmaceuticals, donc nous faisons de la conception de médicaments, mais assistés par ordinateur complètement. Voilà, donc on remplace ce qu'on appelle des wet labs, des laboratoires qui vont faire des essais
sur des petites plaquettes in vitro de petites molécules. Nous, on va remplacer ça par une simulation complète d'un système chimique et grâce à notre technologie unique de simulation donc moléculaire, nous faisons passer la phase de découverte, de drug discovery. Cette phase-là qui prend normalement 5 ans et 500 millions d'euros, eh bien, on est capable de trouver des molécules en quelques 18 mois et avec des budgets qui sont de l'ordre du million ou de plusieurs millions d'euros. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors, pour ce faire, eh bien, on s'appuie sur des technologies de calcul HPC, évidemment. Ça fait même partie de l'ADN de Qubit Pharmaceuticals. On s'appuie sur de la physique très précise, très poussée. C'est ces deux ADN-là qu'on a. Et bien sûr, eh bien, aujourd'hui, on s'appelle Qubit Pharmaceuticals parce que notre objectif, c'est que demain, on puisse s'appuyer vraiment sur l'avantage quantique. Alors, je pense que le professeur Guidoni l'a très bien dit. Ça serait mentir que de dire qu'on peut faire de la chimie quantique ou des réseaux de neurones sur des QPU, sur des ordinateurs quantiques. On n'en est pas là. Et en fait, c'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être quantum ready demain. Voilà, c'est ça notre objectif et notre philosophie chez chez Qubit Pharmaceuticals. Donc, comment on fait? Très concrètement, chez Qubit Pharmaceuticals, nous, on a décortiqué toute notre pipeline de drug discovery et pour identifier où il y aurait un réel avantage quantique dans les calculs que nous faisons. Voilà. Et ça, c'est déjà un travail en soi. Il faut en être très conscient. C'est pas si simple. Et en fait, il y a deux cas d'usage qui sont apparus. Le premier, c'est d'être capable de générer donc des nombres aléatoires qui vont suivre une distribution qui est très particulière et qui intervient dans la simulation des molécules. Voilà. Donc cette distribution, c'est une distribution dite de Gibbs et c'est très utilisé. Alors c'est étonnant parce que ce n'est pas utilisé que en simulation moléculaire, mais c'est aussi utilisé en intelligence artificielle. Il faut le savoir sur le deep learning. Et le deuxième cas d'utilisation, c'est que il existe un problème que l'on va dire insoluble par les ordinateurs classiques. C'est ce qu'on appelle la recherche d'ensembles indépendants dans un graphe, dans un graphe qui est très connecté. Ce sont des problèmes extrêmement complexes qui demanderaient une infinité de ressources pour être résolus sur des ordinateurs classiques. Et là, l'avantage quantique est évident. Et ça s'applique directement à la recherche de nouvelles molécules. D'accord? La recherche de nouvelles molécules, ça peut s'apparenter à faire un parcours dans un graphe, à se balader dans un graphe et à récupérer les nœuds les plus intéressants pour une cible thérapeutique donnée. Donc c'est vraiment ces deux use cases-là que nous étudions vraiment très concrètement, c'est-à-dire qu'on a des mathématiciens, on a des chimistes quantiques qui travaillent sur la question. Nous développons donc des algorithmes, alors conjointement avec entre autres nos partenaires Pascal et Candela, parce que le hardware, et vous l'avez compris, le hardware et le software sont très liés encore aujourd'hui dans la mécanique, dans la quantum computing. Et afin que ces théories trouvent une implémentation réelle sur de vrais qubits. Donc vraiment, c'est ça, c'est se dire aujourd'hui on travaille sur l'implémentation de ces algorithmes pour que demain on soit vraiment quantum ready. Voilà, j'espère avoir été très clair sur notre démarche concrète. Merci à vous. Merci, merci Jean Couret pour avoir expliqué de manière tout à fait claire la mission de Qubit Pharmaceuticals. Nous avons terminé le premier tour de table. Je demande à tous les intervenants de bien vouloir prendre la parole pas plus que pour 2 minutes, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je tiens beaucoup à faire un deuxième tour de table. Et notamment, je vais reprendre
Neila Brugge, qui nous a parlé de la stratégie quantique française. Ma question est la suivante. Quel est le retour d'investissement que vous avez calculé dans le cadre de ce plan quantique? Et puis, pensez-vous que ces estimations peuvent être utilisées aussi dans d'autres domaines? Mais la qualité de la connexion est très mauvaise. J'espère que monsieur m'aura Est-ce que vous comprise, m'entendez? entendu, écouté. Bon. Très bien. Le retour sur investissement du plan de l'investissement de l'État dans le quantique, il est à différents niveaux. À très long terme, il y a une espérance de retour sur investissement, donc par la rupture que le quantique peut amener sur plusieurs secteurs. Donc dans la métrologie, si on sait anticiper un certain nombre de catastrophes naturelles, bah, le retour sur investissement en termes humains, il est incalculable. Dans l'industrie chimique, dans certains problèmes intractables comme ça vient d'être présenté, effectivement, passer de l'essai-erreur vers de la prédiction numérique, potentiellement, si on y arrive, ça disrupte plein de secteurs économiques. Donc, c'est plus dans cet esprit-là qu'on a imaginé le retour sur investissement à long terme. À court terme ou à moyen terme, ce qui est certain, c'est que compte tenu de niveau d'investissement, du niveau de risque et de l'objectif très ambitieux de développer l'ordinateur quantique, l'Internet quantique et les capteurs quantiques, il va y avoir des verrous à lever. Ces verrous auront potentiellement des impacts sur d'autres secteurs en dehors du quantique. Typiquement, si on doit développer un ordinateur quantique qui fonctionne à très basse température, on doit développer des filtres, on doit développer des câbles qui réduisent qui minimisent le bruit environnant. Tous ces développements-là auront potentiellement des impacts dans l'électronique spatiale, dans la cryogénie pour la météorologie, et un certain nombre. Probablement que les impacts économiques à très court terme et à moyen terme seront sur les technologies qui sont connexes aux technologies quantiques. Et c'est pour ça que le plan français, il s'est saisi de cette question-là. Et très tôt, on a des actions qui sont prévues sur la cryogénie, sur l'électronique, sur les câbles, sur les lasers, sur tout ce qui est gaz rare et gaz utile au quantique. Tous ces sujets-là. Donc, c'est là où on attend les impacts économiques à court terme. Et l'objectif très ambitieux de développer l'ordinateur quantique ou l'Internet quantique, on n'est pas à l'abri de lever des verrous dont on ne soupçonne pas aujourd'hui les impacts à droite et à gauche, donc les externalités positives que le plan quantique peut apporter. Et j'ai la conviction que c'est là qu'on va avoir le principal de l'impact, donc à moyen terme. Est-ce que le plan quantique français, est-ce que la démarche qu'on a mis en place est calcable ou est-ce qu'on peut s'en inspirer? Je pense honnêtement oui. Je sais qu'aujourd'hui, du côté du gouvernement italien, vous travaillez sur votre stratégie nationale pour le quantique. Je pense que ce qu'on a fait en France a été fait avant nous et on s'est nous-mêmes inspiré de ce que les autres États ont fait, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, qui n'avait à ce stade pas de plan quantique, mais avait des investissements importants dans le quantique. Donc oui, je pense que toutes les expériences des plans nationaux, il y a des choses dont les différents États qui ambitionnent à avoir des plans nationaux peuvent s'inspirer. Tout n'est pas calcable, tout n'est pas copiable en l'État. On a des écosystèmes d'innovation différents les uns des autres. On a des écosystèmes d'enseignement et de recherche différents. Mais il y a des similarités et il y a des enseignements à prendre au niveau des différents plans nationaux.
jours du présent, mais également pour ce qui est un peu de l'histoire des années précédentes. Je continuerai avec Christophe Yurzak, que nous avons déjà entendu au début de la table ronde et qui est président d'une start-up qui s'appelle Pascal et qui produit des systèmes d'informatique quantique. Je lui demanderai donc de nous parler un peu de Pascal et de quoi, quel est le core business de Pascal. Le micro, oui. Donc chez Pascal, on produit des processeurs quantiques construits à partir d'atomes manipulés individuellement par laser. Et non seulement on construit le processeur, mais on construit ce qu'on appelle le stack complet, du qubit jusqu'à l'application, c'est-à-dire les différentes couches software. Donc on a vu avec le professeur Prati tout à l'heure la compilation, ça fait partie du travail qui est fait. Évidemment, la société développe un compilateur. On a développé aussi tout un environnement de programmation au niveau le plus bas, un petit peu un assembleur si vous voulez, pour travailler directement sur les atomes et réaliser les opérations sous forme de pulse dont on a besoin pour, in fine, réaliser la logique quantique. Et puis, plus en haut, encore dans le stack, on travaille aussi sur des algorithmes qui vont servir à résoudre des problèmes. Par exemple, on a travaillé un des premiers cas d'usage sur lequel on a travaillé, c'est avec la société EDF en France, dans le domaine de l'énergie. Donc le problème d'EDF, c'était qu'ils nous ont soumis et qui semblait un problème intéressant à traiter. J'y reviendrai tout à l'heure sur le pourquoi, mais le problème, c'est qu'on a une flotte de véhicules électriques dont on doit optimiser la stratégie de chargement. Décider quel véhicule va en premier, sur quelle borne de chargement, avec des ordres de priorité, avec des contraintes sur les prix aussi, par exemple. Donc ça, en fait, on se rend assez vite compte qu'avec 100, 200 véhicules dans une flotte, c'est un problème qui est très difficile à résoudre pour un ordinateur classique. Et sur ce problème-là, la collaboration avec EDF a permis de trouver un algorithme qui s'appelle Maximum Independent Set, un algorithme connu du monde classique. Implémenté sur la machine Pascal est tout à fait original, a fait d'ailleurs l'objet d'un dépôt de brevet là aussi. Donc on a trouvé une façon de l'implémenter de façon efficace sur la machine Pascal pour résoudre le problème. À ce stade, dans ce cas particulier, on n'a pas encore fait l'implémentation sur la machine vraiment elle-même. On l'a fait ce qu'on appelle une émulation, c'est-à-dire on a simulé la machine et on a fait des tests pour vérifier que l'algorithme tournait bien, qu'il se comportait correctement et qu'il allait pouvoir réaliser ces opérations. La prochaine étape, c'est de l'implémenter directement sur le hardware, vérifier les résultats et atteindre ce qu'on appelle l'avantage quantique. Donc le moment, et ça ce sera une première mondiale, parce que jusqu'à ce jour on a ce qu'on appelle la suprématie qui a été réalisée par Google sur un problème très académique qui n'a pas d'intérêt particulier pour des clients industriels. Ce qu'on cherche à faire chez Pascal, c'est évidemment prendre la machine, Pascal, notre quantum processor, l'utiliser pour un problème qui soit d'intérêt immédiat pour une entreprise avec un impact économique, que ce soit EDF ou d'autres utilisateurs, par exemple Crédit Agricole, qui est une banque européenne de premier plan, qui travaille avec nous sur des problèmes d'optimisation de portefeuille et d'analyse de risque aussi. Donc on pense que ça pourrait être une des premières applications de notre processeur. Voilà. Et peut-être juste pour donner un ordre de grandeur, donc on a aujourd'hui plusieurs machines en construction. Donc on a un ordinateur, dont j'ai montré l'image tout à l'heure, un prototype qui fait à peu près 200 qubits, qui est en train d'implémenter les premiers algorithmes. On a 2 autres processeurs dans la même classe, mais d'une génération ultérieure, plus industrialisée, qui vont être mis sur le cloud en tout début d'année prochaine. Donc ça va être les premiers ordinateurs faits en Europe et qui seront dédiés à un cloud, donc cloud quantique, un petit peu sur le même modèle que ce que fait IBM par exemple ou ce que fait Google, mais là on le fera à partir des ordinateurs Pascal en France. Et puis on travaille avec l'Italie, avec Cineca, déjà sur l'implémentation de certains problèmes, une très bonne collaboration entre Pascal et Cineca et des clients industriels justement pour préparer l'avenir. Et d'ici 2023, donc ça c'est un projet qui est en cours dans le cadre de EuroHPC, on délivrera 2 machines, 2 processeurs, toujours dans la classe de 100 qubits, à 2 centres de calcul haute performance en Europe, en France et en Allemagne. Et puis la prochaine étape, c'est de passer
environ 1 millier de qubits, sur toujours le même type de technologie, évidemment, manipulation d'atomes par laser, mais avec des technologies différentes, avec des améliorations significatives, avec des fidélités aussi d'opérations qui seront supérieures. Donc au-delà de 1000 qubits, là on pense qu'on sera arrivé à un stade où l'avantage quantique sera possible sur plus d'applications en finance, en chimie, en pharmacie, par exemple avec Qubit Pharmaceuticals et avec d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'on estime qu'on pourra commencer à avoir des applications, peut-être pas avec ce qu'on appelle des speed-up exponentiels, ce qu'on cherche in fine et qui demandera probablement des ordinateurs avec la correction d'erreurs, mais dans un premier temps avec des ordinateurs qui seront suffisamment performants pour réaliser des bénéfices par rapport à des ordinateurs classiques. Merci, Christophe Ursac, pour nous avoir un peu raconté ce que vous faites chez Pascal. Je reviendrai maintenant au professeur Leonardo Guidoni, que nous avons écouté tout à l'heure, pour reprendre un des thèmes que nous avons mentionnés à l'ouverture de ces cafés innovation, c'est-à-dire comment faire de la culture sur le thème de l'innovation quantique. Ce que je voudrais vous demander est quelles sont les compétences dont nous avons besoin et quel pourrait être un parcours de formation adéquat à offrir aux étudiants pour qu'ils puissent, dans le futur, travailler dans ce domaine? Comme nous disions tout à l'heure, le projet européen s'occupe essentiellement de formation de chercheurs et des étudiants en doctorat et au niveau très élevé. Donc, le problème consiste à savoir quel type de formation faire à un niveau un peu plus bas. Pourquoi cela est important? Parce que l'ordinateur quantique n'est pas un ordinateur au sens commun du terme. Il s'agit en réalité d'une machine sur laquelle nous faisons des expériences, des tests de préparation, de manipulation, de mesure. C'est donc un objet totalement différent par rapport à un ordinateur, comme nous le connaissons. Et la difficulté consiste exactement à comprendre comment est fait cet objet, comment il fonctionne et comment on peut l'utiliser afin de créer des algorithmes qui aient une utilité, qui soit utile. Nous nécessitons des compétences en physique, en mathématiques, en informatique et en ingénierie pour ce faire. Essentiellement, ces compétences doivent être présent, le plus tôt possible. Nous avons une génération de physiciens aujourd'hui qui ont, étudié un peu non seulement la physique ou des mathématiciens qui ont appris un petit peu de physique, mais nous aimerions pouvoir construire un parcours de formation pouvant regrouper toutes ces caractéristiques, réunir toutes ces caractéristiques afin de créer des diplômés ayant des compétences transversales, pouvant amener ces innovations, les supporter dès le début jusqu'à dans le domaine de la recherche ou dans les applications industrielles. Les problèmes qui se posent sont deux, principalement. Comment peut-on construire des nouveaux algorithmes car le changement de paradigme est total et à quel problème peut s'adapter, à la solution de quel problème peut s'adapter l'ordinateur quantique, car les problèmes ne sont pas tous adaptés à une solution venant de l'informatique quantique. Donc, pour cela, les domaines de la recherche et de l'industrie ont besoin donc de cursus de formation dédiés. Un certain nombre d'universités ont déjà lancé, se sont déjà investis dans ce sens et d'autres doivent encore commencer. On n'en est qu'au début, c'est vrai. Merci Guidoni pour ces réflexions et
pour ce qui est de l'évolution de tous les thèmes liés à l'informatique quantique, je voudrais retourner auprès de Jérôme Fauré, avec lequel on parlait des applications de l'informatique quantique dans le domaine pharmaceutique, pour citer un thème dont on n'a pas encore parlé, à savoir l'accélération numérique qui a été euh, imposée par la pandémie. Je voudrais vous demander à quel point, dans le domaine pharmaceutique, la pandémie de COVID-19 a poussé, a fait accélérer les technologies d'informatique quantique. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience quant à la puissance de ces instruments, par exemple? Alors, à ce jour, quand même, l'informatique quantique est encore un peu jeune hein, pour avoir un quelconque impact sur la pandémie, ou j'ai même aussi envie de dire, on est peut-être encore un peu trop jeune par rapport à cette pandémie pour en mesurer l'impact réel. Voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour nous, on a fait une des tâches clés dans notre développement chez Qubit Pharmaceuticals, ça a été de découvrir, de chercher des molécules contre le Covid. Et pour ce faire, en fait, il y a une étape qui est fondamentale, c'est que pour chercher une molécule contre un système chimique, eh bien, il faut être capable de parfaitement bien modéliser ce système chimique. Donc, on en a profité de cette pandémie pour se dire, bah, en fait, on va créer le jumeau numérique du virus du Covid avec une extrême résolution. Et alors, on n'a pas fait tout le virus, on a fait ce qu'on appelle la main protéase, qui est la protéine principale liée à l'activité du virus, hein. Et donc, en fait, on a fait une espèce de carte au trésor numérique du virus. Et là, il faut savoir pour faire ça, eh bien, ça a été extrêmement consommateur en ressources HPC, en ressources GPU. On a eu plusieurs centaines de GPU en parallèle qui ont tourné pendant 20 jours. Donc c'est énorme, ça coûte très cher. Et là, la question qu'on s'est posée, c'est se dire, il va falloir quand même qu'on regarde sérieusement cet avantage quantique, parce qu'on peut pas continuer comme ça, avec des centaines ou des milliers de GPU en parallèle pendant des dizaines et des dizaines de jours. Donc c'est vraiment pour ça que concrètement, j'en reviens à ce que je disais au début, on s'est vraiment penché sur décortiquer, encore une fois, notre façon de faire pour trouver là où l'avantage quantique serait vraiment pertinent. Et en particulier là, ça serait, c'est lié à la génération de ces nombres aléatoires, parce que bien pour créer une cartographie d'une molécule, eh bien il faut parcourir de manière un peu aléatoire l'espace chimique et l'espace physique pour voilà, pour pouvoir avoir une très haute résolution. Donc c'est ça qui nous a fait en partie prendre conscience que l'informatique quantique voilà, nous permettrait clairement d'être beaucoup plus réactifs pour des pandémies futures. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jérôme Fauré. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres pandémies qui nous guettent, et il vaut mieux toutefois être préparé du point de vue pharmaceutique et des outils à notre disposition. Merci pour votre apport. Je reviendrai, et nous sommes vers nous approchons les conclusions de cette table ronde, mais je voudrais rappeler Nicolas Somaski qui, grâce à sa carrière professionnelle, a une expertise très intéressante car il est italien, il a étudié en Italie, il a achevé ses études en France et il travaille maintenant en France et donc il connaît très bien les deux pays, les deux réalités. Je voudrais donc vous demander quelles sont les analogies et les différences entre le contexte italien et le contexte français lorsqu'il s'agit d'informatique quantique. Effectivement, ayant terminé mes études dans une université
en Angleterre avec des travaux faits en Grèce et en passant par la France, cela me rend encore plus européen et je suis quelque chose de plus donc que italo-français. Et, et c'est quelque chose qui aide beaucoup. Le fait de créer cette société dans le cadre de l'écosystème français a été quelque chose de rapide, bien que pas facile. On a pu bénéficier de beaucoup de soutien au niveau financier, non seulement au niveau national. On a pu bénéficier de l'aide de l'équipe de Quantonation depuis sa création, qui a aidé à évangéliser en quelque sorte l'écosystème tout entier, à allumer un petit peu l'éclairage, à éclairer, mettre sous des feux beaucoup plus forts le secteur du point de vue de l'opinion publique. Nous travaillons avec des instituts dans le cadre des laboratoires de recherche photonique et quantique en Italie, à Milan, à Rome. Ce sont des fournisseurs de composants à Quandela et vice-versa. Le groupe de Rome est un client de nos composants que nous produisons car avant la fin de cette année, ils vont recevoir un certain nombre de systèmes Quandela qui serviront de moteur pour la mise en œuvre de leur plateforme de calcul photonique au niveau européen, en faisant partie d'un projet européen. Il y a donc une interaction constante entre les deux pays qui s'alimentent réciproquement et qui sont à la pointe de la high-tech, de la quantique au niveau européen et international. Donc, dans notre nouvelle phase de développement d'un ordinateur quantique, nous recherchons également des partenaires industriels en Italie pour essayer justement de développer les protocoles et travailler sur des applications plus pratiques que ces plateformes de calcul pourraient être en mesure de résoudre. Merci beaucoup, Nicolas Somaski. Je suis ravie, nous sommes ravis d'entendre qu'il y a déjà beaucoup de collaborations en cours et entre nos deux pays. On en parle beaucoup aujourd'hui dans tous les détails. Et maintenant, j'aimerais conclure ce deuxième tour de table avec le professeur Simone Montangero que nous avons déjà rencontré et comme on disait tout à l'heure, va nous parler de quelles sont les activités et les innovations à Padoue de cette dernière période. Je ne sais pas si, comme on s'est dit au téléphone, nous pouvons déjà annoncer une nouvelle ou si vous voulez encore attendre. Mais je vous demanderai de nous parler un petit peu de ce que vous faites à Padoue et de la start-up à laquelle vous participez directement. Bien sûr, bien sûr. Très rapidement, au cours des 20-25 dernières années, mon domaine de recherche a consisté à développer des méthodes de simulation classiques, comme Christophe a appelé émulation, des méthodes de supercalcul qui ont été développées dans le domaine de l'informatique quantique pour simuler des technologies quantiques, pour comprendre si elles fonctionnent, aider à les développer. Et cela à travers les méthodes à réseau sensorielle, ce qui fait partie d'une recherche théorique, ce que nous avons mis sur pied ici à l'Université de Padoue est un consortium financé avec plusieurs millions d'euros que nous allons lancer cette semaine. Je voulais avoir l'autorisation officielle pour vous l'annoncer, enfin, obtenir toutes les autorisations officielles. C'est un consortium qui nous permettra d'amener en Italie une technologie qui n'existe pas, la technologie à ion piégé sur laquelle se base IonQ et d'autres startups en Autriche. Nous allons créer un centre de calcul et de simulation quantique à Padoue
en consortium, en collaboration avec GIDEC, l'Institut national de physique nucléaire, l'Institut de Pavie, Trente, Trieste et un certain nombre d'entreprises. Et cela justement pour créer un écosystème de plus en plus large, ouvert et faire ce que on a dit aujourd'hui au niveau local, régional, possiblement national, avec l'aide possiblement des actions du PNRR italien qui va être lancé, des actions européennes ou des initiatives unilatérales ou bilatérales concernant un certain nombre d'États, différents États. Quelque chose qui a déjà vu le jour. Nous avons créé Cruise, une nouvelle start-up qui permet de contrôler de manière simple tous les processus qui servent justement à gérer les ordinateurs quantiques, les nouvelles technologies quantiques à très bas niveau en utilisant la théorie du contrôle optimum, l'intelligence artificielle et d'autres méthodes. Une chose qui avait été faite dans les laboratoires au cours des 20 dernières années en collaboration avec les plus grands centres de recherche en matière de technologie quantique au niveau mondial. Et le temps est venu pour maintenant de sortir de nos laboratoires des groupes de recherche et avec Tommaso Calacco, Franco Vinend et Charles Maknen, nous avons créé une start-up italo-allemande. J'ai d'ici 15 minutes un rendez-vous avec Pascal. Je ne sais pas si Christophe en est informé et j'étais en train de rédiger une proposition pour un nouveau projet européen dans lequel nous voudrions participer avec Pascal. Et puis il y a l'autre versant, le versant commercial, que nous espérons pouvoir développer. Et en matière de collaboration Italie-France, nous espérons pouvoir ainsi contribuer à l'amélioration de cet écosystème qui existe déjà, mais qui va être élargi. Merci, professeur Montangero. C'est un message de conclusion. Cet écosystème, la grande élan essor de ce système, c'est un très bon message pour entamer les conclusions. Avant de vous dire au revoir, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis en différé peut-être sur les différentes chaînes où nous avons transmis YouTube, Facebook et sur le site de l'IFAB, ifabfoundation.org. IFAB, c'est la Fondation internationale pour les mégadonnées, l'intelligence artificielle pour le développement humain. Je remercie également tous les participants, tous les intervenants. D'abord, monsieur l'ambassadeur de France en Italie, monsieur Massé, le coordinateur de l'IFAB, Sanzio Bassini, et Leonardo Guidoni, Jérôme Forêt, Simone Montangero, Niccolò Somaschi, Enrico Prati, Nel Arbog et Jurzac. Je remercie les partenaires qui nous ont permis d'organiser cet événement, l'ambassade de France en Italie, l'Institut français Italie, le Cineca, notamment monsieur Daniele Ottaviani. Merci à celles qui ont assuré la traduction en italien en français. Merci à tout le monde et bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous au prochain Café de l'innovation. Au revoir.